Salut, bonsoir, j'espère que ça va bien. Fait que coucou à ceux qui se sont installés, Brawler, Dark Simpsons, écoutez, j'espère que vous avez passé une belle journée. Juste demander pardon d'avance, je suis malade. Ça sera pas très long comme vidéo, puis heureusement parce que j'ai seulement lu 3 livres le mois dernier parce que j'avais beaucoup d'autres occupations, puis je risque pas beaucoup d'en lire non plus au prochain mois. Mais je suis là, puis on va discuter de ça quand même, là. Puis après ça, ben, je vais pouvoir aller me reposer quand même assez vite, là. Puis avoir un enregistrement de prêt. Et que moi, ce mois-ci, j'ai lu un total donc de 3 livres en fait. Puis ça parle des. Ça parle dans mon chat des Epstein Fields parce que c'est sorti récemment, mais moi, c'est pas de ça que je vais parler. Il y a des gens qui pourront en parler en masse sur les autres réseaux sociaux. Fait que le premier livre que j'ai lu, c'est Le Prince Captif. Donc, celui-là, c'est un 3 pour un parce que c'est un intégral. Là, donc, il y a 3 tomes dans celui-là. Regardez l'épaisseur du livre. Là. Fait que je vous lis la quatrième de couverture. Damen est un héros pour son peuple et le légitime héritier du trône d'Aquilos. Mais lorsque son demi-frère s'empare du pouvoir, Damen est capturé, dépouillé de son identité et offert comme esclave de plaisir au prince d'un royaume ennemi. Beau, manipulateur et mortellement dangereux, son nouveau maître, le prince Laurent, incarne ce qui se fait de pire à Vert. Mais dans la toile mortelle de la politique véricienne, les apparences sont trompeuses. Pris dans les manigances de la cour, Damen doit s'allier à Laurent pour sa survie et celle de son royaume, sans jamais oublier une règle vitale, cacher sa véritable identité à tout prix, car l'homme dont il a besoin est celui qui a le plus de raisons de le haïr. Bon. Ce livre-là, en fait, là, si j'avais à le définir, ce serait de la fantasy queer. C'est pas une blague. Tout est très très centré, évidemment. Tu sais, la fantasy, la guerre et tout, c'est un théâtre en arrière. Un fond de toile, un décor, mais ce qui compte vraiment dans l'histoire, c'est le développement de la relation entre Damen et Laurent. Euh, et puis il faut savoir que la cour véricienne, donc d'où vient Laurent, c'est vraiment une cour à la Game of Thrones, genre des jeux de coulisses du monde qui veulent s'entretuer dans le dos l'un de l'autre. Là. C'est assez l'enfer. Donc, mon ressenti à peu près comme ça, là, ça va de même. Ça part mal, je n'aime pas du tout le prologue qui commence par la dernière section et se termine par une pseudo-punchline. C'est un prologue, nul besoin de mêler les gens à la lecture. On commence avec ce qui devrait être la fin du prologue et après, bam, on revient dans le passé sans avertissement et sans crier gare. Ça ne fait que mêler le lecteur pour rien. Bon, voilà. Sinon, petite réplique que j'avais notée d'Amen est bien placée pour savoir que l'aîné et ancien héritier du royaume de Verre est mort. Je retiens ça ici, on verra si on va y revenir. Ça sous-entend que Damen a quelque chose à voir avec sa mort. Ça a été effectivement le cas. Donc, dans le fond, la raison pour laquelle Laurent pourrait haïr Damen, s'il savait sa vraie identité, c'est parce que Damen est l'assassin de son grand frère, fait que, qui s'appelait Auguste. Sinon, ça semble déjà évident que Damen et Laurent vont développer une relation du style enemies to friends ou lover, c'est ça qui est arrivé. Oui, puisque c'est supposé être un livre queer. Les mots comme beau visage nous l'indiquent, même si ça vient avec des pensées du style il est narcissique. Sinon, j'ajoute, il semblerait que dans cet univers, l'homosexualité ne soit pas tabou et les viols non plus. Sinon, oh putain, mais la cour de verre, c'est encore pire que Game of Thrones et les complots. À la fin du premier tome, je suis plutôt satisfait, mais il me semble qu'il fallait que l'histoire débloque. La nouvelle relation entre Laurent et Damen semble un peu trop forcée, mais ça dépendra des autres tomes et du développement autour du régent. Finalement, ça s'est bien passé. Ça fait vraiment du sens. J'avais dit le deuxième tome est plutôt bien, même si l'histoire n'avance pas beaucoup. En fait, c'est plus le développement de Laurent et Damen qui compte au centre de l'histoire, qui se conclut par. C'est ça, un chapitre bonus, en fait, qui revient. C'est un chapitre 19.5 qui éclaircit certaines affaires. Excusez, pardon, je vais juste. Me revoilà. Je voulais pas que vous entendiez renifler et tout. Là, je suis allé moucher puis je suis revenu. J'aurais dû y penser avant. Donc, je m'excuse. Là, ça va être. Je l'enlèverai pas du montage, ça va rester tel quel. Ok. Fait que sinon, le troisième tome, cependant, ça promet une guerre. Ish. Il y en aura pas tant que ça. C'est pas tant l'important de toute façon. Puis sinon, j'avais conclu en disant j'aime pas du tout la fin, c'est trop expédié. Puis la manière dont ça se gère, c'est complètement ridicule, puis ça manque de cohérence. Puis on dirait vraiment que l'autrice savait pas comment finir son histoire.
Donc, à la limite, ça aurait dû être différent. Donc, sinon, à part de ça, je m'étais noté d'autres ressentis. Le premier tome m'aborde aussi beaucoup l'enjeu du viol et celui de l'esclavage. Les deux sont normalisés au sein des deux royaumes avec quelques subtilités qui les différencient. La pédophilie, c'est aussi abordé puis présent, mais étant donné qu'elle franchit à peine une limite des normes sociales de cet univers, elle se trouve ici dans une zone grise. Cela peut mettre certains lecteurs mal à l'aise, mais ça peut aussi permettre de réfléchir à notre propre rapport à la pédophilie. Parce que dans l'absolu, même si elle est mal vue sans être illégale dans cet univers, les réactions des personnages sont basiquement les mêmes que celles d'énormément de familles quand elles apprennent qu'un de leurs membres en a agressé sexuellement un autre. On préfère fermer les yeux, tout le monde sait qu'il y a des comportements problématiques, tout le monde est mal à l'aise, tout le monde est contre, mais personne ne dit rien ou ne parle. Dans les pires cas, on refuse de croire la victime. Donc, c'est confrontant de se dire que cet univers fictif peut être bien réel sur bien des enjeux. Fait que moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu de cette histoire-là. Puis j'ai vraiment apprécié ma lecture. J'y ai donné quand même une bonne note. Je me souviens plus si j'ai donné 4 ou 5 étoiles. Là. Mais grosso modo, je pense que j'y avais donné 4 juste parce que la fin, finalement, je l'avais trouvée vraiment pas très bonne. Là. Je l'avais trouvée très décevante même, je dirais. Et ça. Fait que sinon, pour le reste, le pitch de base, c'est que Castor, le demi-frère de Damen, c'est un bâtard. Et avec sa maîtresse, il va s'emparer du trône en faisant en sorte que le père de Damen meure de maladie. Puis par la suite, il va tasser Damen, le vendre comme esclave, puis lui garder le trône pour lui, puis faire une alliance avec le régent du royaume d'en face pour essayer les deux de se maintenir au pouvoir. Puis Damen se retrouve l'esclave du vrai héritier du royaume voisin, finalement. Fait qu'il va y avoir des jeux d'alliance, puis de ah, mais ce royaume-là, il y a eu telle affaire, puis il y a eu il y a aussi beaucoup de réactions par rapport à ouais, mais lui c'est un tel, fait qu'il vient de tel pays, de tel royaume, fait que c'est sûr qu'il est comme ça et tout, là. Bref, ça joue un peu sur les stéréotypes, puis il y a un miroir à faire avec le racisme, mais bon. Ici, c'est juste que ça passe plus par l'histoire passée, puis les guerres passées. Donc voilà. Sinon, on a droit à une narration qui est omnisciente, dans laquelle on suit le prince d'Amen pas mal tout le long. Puis on a décidé au début de commencer par la fin du prologue et puis de simplement aller dans le passé par un saut de paragraphe sans crier gare. Ça, c'est une affaire qui me dérange un peu. Tes prologues, quand c'est des flashbacks, là, mettez ça en italique. Avertissez avec un sous-titre. Quelque chose pour que ce soit clair pour le lecteur. Parce que là, tu décris quelque chose, puis là, tu fais un saut de paragraphe, puis tu dis, hein, comment est-ce qu'il est arrivé là, ça marche pas, puis finalement, quand tu le lis au complet, tu te rends compte que c'est un retour dans le passé. Pour vrai, là, genre, pitié, là. Je veux dire, pitié, là. Des techniques d'écriture pour que le lecteur comprenne, là, c'est quand même brillant. Puis ça servait à rien aussi d'inverser le début puis la fin. Genre, je comprends pas. Genre, ça finit sur une punchline qui va arriver quelque chose, mais tu l'as déjà lu ce qui est arrivé. Fait que c'est juste cave finalement. Fait que bon. Ça. Ensuite, sinon, les sources d'inspiration, de ce que j'avais lu, ça vient des romans de Cap et d'épée comme Les Trois Mousquetaires puis Lemon Chronicles pour la gestion de la narration en général. Sinon, les thèmes abordés, c'est le pouvoir, la figure du prince, la sexualité bien entendu. L'autrice s'identifie elle-même comme queer. Puis dans le cas du prince, ben, il s'agit spécifiquement de l'histoire du prince qui doit prendre le pouvoir et tasser quelqu'un, d'où pourquoi on parle d'un prince devenu esclave, le prince captif. Sinon, les personnages queer sont centraux dans cette histoire, ça découle d'une frustration de la part de l'autrice due à leur manque de représentation dans les œuvres de fiction. Donc, et à la base, c'est un roman qui était sérialisé puis qui était publié sur un site internet. Donc, je dirais que dans le général, je pense que ça vaut la peine de s'investir dans cette saga-là. Moi, en tout cas, je ne l'ai vraiment pas regretté, puis ça fait différent. Parce qu'on est vraiment habitué à de la fantasy qui est hétérocentrée, parce que toute l'histoire se concentre autour du décor de fantasy, la construction de l'univers et tout. Fait que, étant donné qu'on met beaucoup d'efforts comme auteur à écrire ça, ben souvent on prend des relations sexuelles ou de couple hétérocentrées. Mais là que le décor de fond soit de la fantasy, puis qu'on sente ça autour du développement de la relation, moi je trouve que c'est quand même pertinent, puis c'est une autre façon de voir les choses. Fait que, en vrai là-dessus, je répondrais chapeau, tout simplement. C'est très très bien réussi. Fait que voilà, c'est ça. Ça va arriver souvent, on s'en excuse. Fait que ça ressemble un petit peu à ça, je dirais, par rapport à ce livre-là. En dire davantage, ce serait vous spoiler. Parce que de toute façon, comment est-ce que je pourrais résumer la description du développement d'une relation? Tu sais, il va se passer des affaires genre, oui, Laurent va découvrir à un moment donné que Damen, ben, tu sais, c'est lui l'assassin de son grand frère. Il va comprendre que Laurent a une personnalité qui est différente, qu'il y a un bon fond à certains endroits, tu sais. Vraiment, là, on est vraiment dans un trope enemies to lover. Vraiment, entièrement. Fait que, ultra pertinent.
ultra génial à découvrir. Puis si jamais vous pouvez pas acheter l'intégrale comme moi, là, ben moi je l'ai pas acheté, elle m'a été prêtée par un de mes amis. Mais si vous êtes capable de la trouver, l'intégrale, ben lisez-la. Ça vaut quand même la peine. Puis il y a du monde qui décrivent ça aussi comme étant très proche de Game of Thrones, j'oserais pas le dire. Dans Game of Thrones, il y a de l'inceste. Dans Game of Thrones, il y a plus de jeux de pouvoir. Les personnages sont quand même un peu plus nombreux et plus développés. Bref, on est complètement ailleurs. Ça se compare pas tant que ça. Et que voilà, ça ressemble à ça. Ça a été rapide, hein, parce que bon, je peux pas vous en dire davantage sur ce livre-là, malheureusement. En revanche, je vais pouvoir vous en dire plus sur le prochain qui est Le plus extraordinaire des voyages, écrit par Marc Garneau, donc ancien ministre des Transports sous Justin Trudeau et temporairement ministre des Affaires étrangères. Puis il a été également astronaute, le premier astronaute canadien à avoir voyagé dans l'espace. Et pour la petite anecdote, Marc Garneau, en fait, je l'ai rencontré une fois quand j'ai acheté ce livre-là, puis il me l'a même autographié. Genre, tu sais, puis vraiment un autographe, quand exemple très très limité, là, à Samuel, signé Marc Garneau. Genre, tout simplement. Genre, basic de même, là. Puis, il y avait, pendant que j'étais au salon du livre, juste j'ai accepté de jaser. Je me promenais avec mon téléphone en mode vlog, puis il a accepté de répondre à une couple de mes questions. Fait qu'il existe une seule entrevue de Marc Garneau sur Twitch, et c'est moi qui l'ai. Fait qu'il faudrait que je fasse nettoyer le son un peu pour que ça ait de l'allure, là. Mais je suis quand même fier d'avoir cette petite pièce d'anthologie sur moi, puis d'avoir pu, juste avant qu'il meure, parce qu'il est mort 2 mois après m'avoir donné cette entrevue-là, ce qui m'avait quand même, un peu choqué. Fait que bon, puis il m'avait expliqué que avant la. Puis tu sais, moi, je n'étais pas au courant qu'il allait mourir ou quoi que ce soit, puis qu'il savait qu'il avait un cancer. Puis j'y avais demandé, est-ce que vous aimeriez retourner dans l'espace éventuellement? Il a dit, ben tu sais, je le ferais si c'était possible à court terme, sans avoir à faire l'entraînement. Sans avoir à faire l'entraînement. Parce que ça exige un vraiment grand entraînement, puis il en parle dans ce livre-là. Mais bon, finalement, il n'aura pas eu l'occasion de retourner dans l'espace, mais clairement, il avait aimé ces opportunités-là. Fait que j'ai noté beaucoup de choses dans le ressenti. Parce que le résumé, en fait, en soi, je vous le sépare. Le premier chapitre, ça raconte son enfance et sa vie très très rapidement. Puis à partir du deuxième chapitre, ben là, on rentre dans. Il est devenu militaire, il a appliqué pour devenir astronaute, il a été accepté, il a passé tous les processus. Puis là, ça raconte qu'est-ce qu'il faisait dans l'espace, c'était quoi sa job et tout. Je vous dirais que cette première partie de l'histoire-là, elle est très très pour les nerds. Genre, il y a des termes qu'ils utilisent que je suis comme, je comprends absolument rien de ce que tu me dis. Genre, vraiment. C'est un livre qui a été écrit vraiment pour les nerds qui tripent sur l'astronomie, l'espace et tout, pas l'astrologie, excuse, l'astrophysique, là. Fait que, pour quelqu'un qui admire le bonhomme, puis qui s'intéresse à comment ça marche, tout le métier d'astronaute et tout, vraiment, il y a quand même du beau stock là-dedans. Je sais pas à quel point c'est précis puis que c'est développé, parce que je suis pas un astronaute, mais quand même, malgré tout, on a ce qu'il faut. Ensuite de tout ça, euh, à partir de la deuxième partie, on tombe dans le monde politique, puis ensuite, ben, tranquillement, pas vite, on voit tout son parcours politique, ses premières campagnes électorales, ça sera jusqu'à la retraite après, pour que finalement, après ça, ben, il explique c'est quoi ses accomplissements, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là et tout. Puis, fait intéressant, euh, il parle pas tant de son travail quotidien comme ministre des Transports que des voyages que ça l'a amené à faire. Fait que le titre du livre fonctionne vraiment bien. On dit le plus extraordinaire des voyages, ça c'est sa vie, mais on aurait pu l'appeler aussi les plus extraordinaires des voyages. Parce que selon Marc Garneau, sa vie tournait autour des voyages. C'est ça qu'il aimait, il parlait de ses déplacements. Beaucoup. Puis le monsieur a quand même vécu vraiment beaucoup de choses, tu sais. C'est par exemple, là, dès les premières pages, il nous lance qu'il a vécu une agression sexuelle. Genre carrément. Genre, il était dans un camp de jour catholique, puis le moniteur du camp l'a amené dans son bureau, puis il a juste demandé de baisser son pantalon, puis il a commencé à le zioter. C'est une agression sexuelle, ça. C'est ça. Sinon, justement, je m'étais noté de lire la page 11 parce que ça donne son point de vue sur le catholicisme, justement, suite à cet événement-là. Là. Notre foyer était catholique et ma famille assistait à la messe tous les dimanches. Je suis devenu enfant de cœur et j'ai servi la messe. Je croyais tout ce que l'Église m'enseignait, au point de craindre de finir en enfer si je venais à commettre un péché, ce qui m'occasionna plusieurs cauchemars et, devenu adulte, contribua à définir mon propre rapport à la religion. Pour dire les choses de manière plus claire, je ne crois pas que la religion doive être fondée sur la peur. Un autre événement a joué un rôle dans ma perception de l'Église catholique.
3 étés durant, je me suis rendu au camp Kinkora, un camp pour garçons dans les Laurentides organisé par l'Église catholique. Une expérience merveilleuse, à l'exception d'un incident. Un jour, après m'être baigné, le directeur du camp m'a amené dans son bureau et m'a dit d'enlever mon maillot de bain. J'avais 10 ou 11 ans à l'époque, si je me souviens bien. Il s'est contenté de me regarder fixement tout en me reprochant de ne pas être allé dîner avec les autres garçons. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Je n'en ai jamais parlé, pas même à mes parents. Et j'ai enfoui cette histoire au plus profond de ma mémoire. Bien des années plus tard, ce même directeur a été accusé d'un délit sexuel impliquant un mineur, et lorsque l'affaire a été rendue publique, ce souvenir a refait surface. Bien que j'ai réussi à surmonter cette épreuve, vous comprendrez mes sentiments à l'égard de l'Église catholique. Voilà. Fait que, il a fini par s'ouvrir à ce sujet-là en écrivant son livre, imagine. Imagine attendre toute sa vie, genre, il est mort à 80 ans à peu près, il a attendu 70 ans avant d'en parler. Imaginez. Fait que, sinon, ça fait juste un chapitre que je lis, puis ça enchaîne les déménagements, la blessure par balle, l'agression sexuelle, l'incendie, l'arrestation sous et le vol, la rentrée dans l'armée, le suicide du frère de la femme de Marc Garneau. Il n'y a pas à dire, il va de manière très garochée. Parce que oui, ça c'est un résumé rapide d'à peu près tous les événements qui se sont passés dans sa vie. Donc, tu sais, agressé sexuellement, il a vécu un incendie, après ça, il a été arrêté alors qu'il était sous, puis il y a quelqu'un qui avait commis un vol, puis il s'est ramassé complice indirectement sans le vouloir. Là, il est rentré dans l'armée, il y a eu le frère de sa femme qui s'est suicidé. Ça, il va de manière très garochée, comme on dit. Puis, quand même, ah oui, puis c'est vrai, une anecdote intéressante, quand Marc Garneau habitait en Angleterre pour ses études au Imperial College, il a rencontré James Cross, le diplomate anglais, peu de temps après son aventure avec le FLQ. Si vous vous rappelez de l'histoire du FLQ avec Pierre Laporte, il y avait un diplomate anglais qui avait été capturé aussi, puis qui a été libéré. C'était James Cross, puis Marc Garneau l'a rencontré après que cet événement-là soit arrivé. Puis, c'est ça, il en a parlé. Sinon, c'est vrai. Sinon, pendant son entrevue pour rentrer dans l'armée, la personne qui avait lu son texte était clairement dyslexique non diagnostiquée parce que la personne pensait qu'il consommait de l'alcool à profusion alors que c'était pas ça qui était écrit du tout. Et ça, dans le fond, si je lis page 44 à ce sujet-là, justement, je m'étais noté ça à vous partager. Donc, mon entretien s'est bien déroulé, à l'exception d'un moment surréaliste qui a pu tout faire basculer. Ray Dolan, l'un des membres du jury, m'a pris à part et m'a demandé si je buvais de l'alcool et si oui, en quelle quantité. Je suis resté perplexe et j'ai finalement répondu que je prenais de temps en temps une bière ou un verre de vin. Il a alors sorti la lettre de recommandation écrite à la main par mon supérieur, Jim Dean, et il en a cité un extrait en anglais qui semblait dire la chose suivante. Marc Garneau a un problème de consommation régulière d'alcool. J'ai failli tomber à la renverse. J'ai donc demandé à voir la lettre, car je savais d'expérience que mon supérieur n'avait pas l'écriture la plus lisible. J'ai rapidement déchiffré la phrase qui disait en réalité Marc Garneau a un programme d'entraînement régulier. En entendant cela, Ray a éclaté de rire. Sur le moment, je m'étais imaginé le pire. Ces quelques mots illisibles auraient pu annihiler toutes mes chances. Donc, c'est ça. Des petites anecdotes comme ça, il y en a à profusion à l'intérieur du livre, là. Fait que sinon, il était présent à la première rencontre entre Brian Mulroney et Ronald Reagan avec un collègue astronaute américain. Donc, il devait montrer les liens qui unissaient les deux nations ensemble. Sinon, la mère des enfants de Marc Garneau s'est suicidée. Donc, sa première femme s'est suicidée. C'est une tragédie, puis il est devenu père monoparental. Ça. Sinon, Marc Garneau était un grand ami de Roméo Dallaire aussi. Sinon, et puis d'ailleurs tellement ami qu'à son deuxième voyage dans l'espace, Marc Garneau a emporté avec lui une médaille qui avait été remise à Roméo Dallaire pour ses services rendus, puis il l'a monté dans l'espace, puis il a dit tant que cette médaille aura été dans l'espace. Donc voilà. Puis sinon, il y avait aussi remis à Jean Chrétien une copie de la Charte canadienne des droits et libertés qu'il avait amené dans l'espace éventuellement. Sinon, il nous parle aussi de quelque chose, parce que là, on arrive à la transition bientôt avec le monde politique, là. Puis il dit quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Dans le domaine spatial, reconnaître ses erreurs n'est pas seulement important, c'est vital. Cette notion s'est enracinée dans la culture des astronautes et constitue l'une des raisons pour lesquelles ils atteignent l'excellence. Au lieu de s'attarder sur leur réussite, ils se concentrent sur leurs erreurs. Cette démarche d'honnêteté radicale profite à tous. Les erreurs des uns peuvent ainsi être évitées par les autres. En tant que Capcom, je participais à chaque débriefing de session en simulateur. L'objectif était d'analyser ce qui s'était bien passé, mais surtout ce qui s'était mal passé, que ce soit avec l'équipage ou au centre de contrôle. Ce qui m'a frappé, c'est que chaque fois qu'une erreur était commise, les gens reconnaissaient leur faute spontanément. L'honnêteté permet d'atteindre l'excellence. Ceux qui cherchent des excuses obtiennent souvent l'effet inverse.
Cela fait partie de l'ADN de la NASA et devrait faire partie de la culture de toutes les organisations. Fait qu'il y a un très beau parallèle à faire avec la politique là-dessus, parce que c'est comme ça aussi que Marc Garneau travaillait. Donc, ensuite de ça, j'étais pas au courant de ça, mais Ken Dryden, l'ancien gardien de but du Canadien de Montréal, était devenu sénateur libéral et il est allé faire du porte-à-porte avec Marc Garneau pendant sa campagne électorale. Donc, ah non, c'est pas vrai, il a été député libéral de 2004 à 2011 dans York Center en Ontario, puis il était venu faire du porte-à-porte à Montréal avec Marc Garneau. Ça, c'est quand même très drôle, là. Puis Marc Garneau, c'est lui qui a fait passer au Parti libéral, au programme du Parti libéral, la reconnaissance du Québec comme une nation distincte, qui a été reprise par les conservateurs au Parlement par la suite. L'idée de la taxe carbone, ça vient de Stéphane Dion, puis ça a fait son bout de chemin jusqu'à Justin Trudeau. Et c'était dans le plan du virage vert qu'il a voulu le mettre de l'avant quand il était devenu chef du Parti libéral. Fait que ça, c'est une anecdote quand même intéressante. Puis sinon, ça, anecdote intéressante, Marc Garneau était censé participer à une élection partielle dans Westmount, notre NDG Westmount, pour se faire élire. Sauf que l'affaire, c'est que pendant la campagne partielle, Harper a décidé de déclencher des élections générales. Ce qui a fait en sorte que l'élection partielle, ben, elle a duré quasiment 80 jours au total. Ça fait beaucoup quand même, là. C'était vraiment très long. Fait que finalement, ça paraît une organisation. Puis finalement, Marc Garneau a quand même été élu, puis ça s'est bien passé. Bon. Ça. Sinon, ah oui, c'est vrai, il y a une anecdote avec Thomas Mulcair que la femme de Marc Garneau avait rencontré parce qu'il faisait du porte-à-porte avec une candidate. Donc, ça, dans la campagne partielle. Ma principale adversaire était Anne Lagacé-Dawson, une personnalité bien connue de la radio et candidate du NPD. Son expérience d'animatrice faisait d'elle une communicatrice redoutable, particulièrement lors de nombreux débats publics organisés pendant la campagne. Un jour, alors que je faisais du porte-à-porte sur la rue Sherbrooke, j'ai remarqué qu'Anne, accompagnée de Thomas Mulcair, député du NPD pour Outremont à l'époque, faisait de même. Sans que je le sache, Pam faisait des courses dans la rue quand elle s'est fait alpaguer par Mulcair. Il lui a proposé de rencontrer la candidate du NPD et a commencé à lui parler de mes prétendues faiblesses. Pam, normalement d'un naturel très calme, a décliné son identité avant de le remettre à sa place. Visiblement gêné, Mulcair a rugi et lui a expliqué que cela faisait partie du jeu politique avant de prendre de mes nouvelles. Cela n'a pas fait rire Pam, mais moi, cette histoire m'a beaucoup amusé. Fait que oui, c'est drôle quand même, ça fait partie de la game politique de faire ça, mais il était juste vraiment mal tombé. Il fallait qu'il tombe sur la femme de l'adversaire en question. Et ça, puis sinon, un petit bout d'apprentissage quand même le fun au niveau politique par rapport à la formation du cabinet, à quel point c'est secret. Avant toute chose, nous devions former un cabinet. Le processus de sélection a été lancé et j'ai reçu un appel m'indiquant de me rendre dans un lieu tenu secret. C'était le premier indice qu'on envisageait de me confier un poste ministériel. L'objectif de cette rencontre était de vérifier que je n'avais pas de squelette dans mon placard. On m'a posé toutes sortes de questions et peu de temps après, j'ai reçu un second appel, me demandant de retourner au même endroit. Cette fois, je devrais rencontrer le premier ministre désigné et découvrir mon affectation. Je comprenais les raisons d'une telle discrétion, mais j'avais tout de même l'impression d'être dans un épisode de Mission Impossible sans le magnétophone qui s'autodétruit. Bien qu'on ait pris grand soin d'éviter que je ne croise un autre collègue avant de rencontrer le premier ministre, j'en ai aperçu un, mais j'ai bien entendu gardé l'information pour moi. En tant qu'ancien militaire, je connaissais l'importance du secret et j'ai conservé ce réflexe tout au long de ma carrière politique et au-delà. Dans mes premières années dans l'opposition, j'avais souvent vu fuiter des informations et je savais à quel point cela pouvait être destructeur. Rien n'est plus démoralisant que de voir le contenu d'une discussion confidentielle étalée dans les médias une demi-heure plus tard. En tant que nouveau membre, j'avais à plusieurs reprises exhorté mes collègues à faire preuve de discipline. Une fois sur la base des preuves obtenues d'un collègue, j'ai confronté la personne que je suspectais d'être à l'origine de nos fuites. Elle a nié vigoureusement les accusations, mais par miracle, les fuites ont cessé après cela. Donc voilà. Après avoir passé le processus de sélection, je me suis demandé quel ministère on pourrait me confier. J'entrevoyais trois possibilités d'après mon CV. La défense, du fait de ma carrière dans la marine, l'industrie, la science et la technologie de par mes études, ma carrière d'astronaute et le temps passé à la présidence de l'Agence spatiale canadienne. Parce que oui, entre le moment où il est astronaute puis le moment où est-ce que il est devenu député, il a été directeur de l'Agence spatiale canadienne. Ou bien les affaires étrangères, car Justin Trudeau m'avait nommé porte-parole de ce portefeuille durant les 2 années précédentes. J'aurais été ravi avec n'importe lequel de ces trois postes, mais ma préférence allait aux affaires étrangères. Finalement, ce n'était aucun des trois. Quand le premier ministre m'a confié le portefeuille des transports, j'ai dû avoir l'air surpris parce que je l'étais vraiment. Il est venu vers moi, m'a serré
chaleureusement la main et en présence de Jerry Butt, son secrétaire principal, et de Cathy Telford, sa chef de cabinet, il m'a annoncé la bonne nouvelle. Donc voilà. C'est quand même intéressant que ce soit autant discipliné pour s'assurer de ça. Puis fun fact, avant la sermentation, Marc Garneau s'est cassé la gueule puis il s'est pété les genoux. Fait que il a été obligé d'y aller en canne parce qu'il avait déboulé des escaliers. Et ça. Sinon, à part de ça, j'avais noté que son approche rigoureuse me plaisait vraiment, puis qu'il fallait pas prendre de décision hâtive, puis j'aime bien ça. Mané, il a été forcé de le faire, puis il l'a regretté, parce qu'il était comme non, ça arrivera plus jamais. Là, je l'ai fait, mais ça arrivera pas. C'était pour une histoire par rapport à des jets commerciaux à l'aéroport Belize Bishop. Il a jamais eu le temps d'examiner la question, il a fait une annonce rapide, finalement, ça y est revenu au visage, puis c'était pas correct. Fait que voilà. Sinon, il nous parle de plusieurs affaires qu'il a faites. Il a travaillé, mettons, sur un cimetière d'épave qui provoquait des problèmes environnementaux. Fait qu'il a travaillé là-dessus. Sinon, il y a une école d'aviation à Montréal qui est spécialement pour les Autochtones, faite par des Autochtones, conçue puis réfléchie, bâtie par des Autochtones. Je savais même pas que ça existait, c'est quand même une initiative très cool que j'ai découverte dans ce livre-là. Puis c'est dirigé par des Mohawks spécifiquement. Puis il y a beaucoup de femmes qui sont diplômées pilotes là-bas ensuite, très intéressant. Puis Garneau avait fait débloquer des subventions pour ça. Euh, Sinon, une chose qui ressort beaucoup, c'est que il y avait beaucoup de respect pour Justin Trudeau, mais qu'il trouvait qu'il n'avait pas assez son attention. Et ça, puis d'ailleurs, mais il reconnaît certaines choses. Il dit, lorsque le moment sera venu de discuter de l'héritage de Justin Trudeau en tant que premier ministre, je crois que son plus grand accomplissement aurait été de faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones. De mon poste au cabinet, j'ai pu mesurer son engagement et, bien que certaines initiatives aient pu faire l'objet de critiques, je n'ai jamais douté de sa sincérité. Il a fait évoluer le ton du gouvernement dans son dialogue avec les Autochtones, passant d'une attitude condescendante et paternaliste à une approche respectueuse et conciliante, un processus toujours en cours. Tout le monde ne sera probablement pas de mon avis, avançant que ses actes n'ont pas toujours été à la hauteur de ses paroles et que sa crédibilité a été entachée par des erreurs de jugement. Mais je crois qu'il faut reconnaître à Trudeau d'avoir poussé le gouvernement plus fermement que jamais dans la bonne direction. Cette nouvelle approche a imprégné tous les ministères, le mien y compris, et bien que la route soit encore longue, le premier ministre mérite à n'en pas douter les honneurs pour les progrès réalisés jusqu'à présent. Donc, ça, c'est très très intéressant. Puis sinon, ben Marc Garneau, par contre, il écorche quand même Justin Trudeau sur l'histoire de SNC-Lavalin où ce qu'il disait ça avait pas d'allure ce qu'il a fait, puis il aurait pas dû le faire. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus de ce côté-là. Sinon, à part de ça, euh... ah oui, c'est vrai, Donald Trump a déjà insulté Marc Garneau en le traitant de vieux. Puis c'est ironique considérant que Trump est plus vieux que Marc Garneau, mais en tout cas, c'est ça. Sinon, à part de ça, Marc Garneau est très critique de la distance qu'il y avait entre lui et Justin Trudeau, au sens qu'il disait j'ai jamais l'opportunité de le voir, justement. Puis sinon, il a parlé aussi de l'histoire du vol 752. Dans le fond, c'est une histoire où il y a un missile qui a frappé un avion au-dessus du territoire de l'Iran. Puis tout le monde dit ah c'est un accident, puis tout, puis tout. Puis là c'est comme non, non, vous êtes responsable de ça. Puis même aujourd'hui, il dit que l'Iran refuse de reconnaître sa responsabilité. Mais il y a plein de monde qui sont morts dedans, dont des Canadiens. Fait que voilà, je dirais que ça ressemble pas mal à ça. Si j'avais à dire ce qu'il y a, j'ai trouvé le livre vraiment intéressant. J'ai appris des choses que je ne savais pas, même sur la politique fédérale, alors que je m'y intéresse quand même beaucoup. Découvrir l'homme que j'ai rencontré de manière aussi inattendue, c'était vraiment une expérience vraiment enrichissante. Moi, pour vrai, j'ai envie de dire, ceux qui s'intéressent à la politique, la partie sur la politique est vraiment instructive, vraiment intéressante. Puis c'est au goût du jour, hein, on parle d'un livre sorti en 2025. Si, si vous vous intéressez à l'espace, aux astronautes, vous allez être servi aussi. Si vous vous intéressez aux deux, c'est un 2 pour un. Mais s'il n'y a rien de ça qui vous intéresse, voilà. D'incontrôlable, je sais pas de quoi tu parles. Fait que voilà, à découvrir si jamais ça vous intéresse de découvrir la politique et les astronautes canadiens. C'est pas tous les jours qu'on a une occasion comme ça. Fait que voilà, je mets ça de côté maintenant. Et on va passer au prochain livre qui est une autre Odyssée dans l'espace. L'Odyssée de l'espace de 2001. Alors, quatrième de couverture. Le vaisseau Discovery est en route vers Saturne. À son bord, deux astronautes et le plus puissant ordinateur jamais conçu, HAL 9000. 5 ans plus tôt, un étrange monolithe noir a été découvert sur la Lune. Et bien longtemps auparavant, à l'aube de l'humanité, un objet similaire s'était posé sur la Terre et avait parlé aux premiers hommes. Un nouveau signe de cette présence a été détecté aux abords de Saturne. Que sont ces mystérieuses sentinelles? Quels messages doivent être délivrés? Nous sommes en 2001, l'humanité a rendez-vous avec la porte des étoiles aux confins du cosmos.
Donc, c'est un livre qui est très court, très très court, mais si on vous a déjà résumé, genre, l'histoire de 2001, l'Odyssée de l'espace à partir du film, puis qu'on vous a dit c'est l'histoire de gens qui vont dans l'espace avec un ordinateur qui déconne, sachez que ça prend pas tant de place que ça dans le livre, hein. Pas tant. C'est à peine les passages où ce que Hal est présent, c'est à peu près une centaine de pages sur les 260, 280 qu'il y a. Parce que la premier chapitre, c'est les premiers hommes. Après ça, on fait un bond dans l'espace où est-ce qu'il y a un homme qui fait juste un voyage de même dans l'espace. Sauf que ce personnage-là sera pas important, il disparaît tout de suite après. Parce que le but, c'est juste de placer le contexte. Puis d'ailleurs, je m'étais pris des notes sur le sujet, justement, là. Je disais, et ça, la première partie nous narre simplement l'histoire d'un homme singe qui s'appelle Getlun, qui surveille son territoire et affronte parfois des tribus ennemies. On sait qu'il y a des monolithes et c'est tout. Dès la deuxième partie, on fait un bond à l'avant pour en arriver au moment où l'histoire se déroule. On est en 2001, on est ici Floyd, un professeur qui est souvent allé dans l'espace. On comprend assez vite que l'espace a été conquis par les Américains et les Russes, qu'il y a des secteurs et même des lignes téléphoniques. Bref, tout est fait pour nous communiquer à quel point c'est facile l'espace et que ça fait partie du quotidien. La deuxième partie se conclut sur la découverte qu'il a existé une autre espèce qui a laissé les monolithes et que cette espèce pourrait revenir. Cela bouleverse les connaissances actuelles. Le dernier chapitre nous parle d'un satellite en orbite qui envoie des coordonnées à la Terre à distance, la vitesse de la lumière, qui a détecté quelque chose provenant de la Lune. Je me suis trompé, c'est la première partie, c'est pas le premier chapitre, parce que c'est divisé en 6 parties. La première partie, c'est sur les hommes préhistoriques. La deuxième partie, c'est sur Floyd. Puis à partir de la troisième partie, là, on suit nos personnages principaux jusqu'à la fin, qui vont être Frank Poole et David Bowman, donc qui se rendent dans l'espace avec le vaisseau HAL 9000, avec des gens cryogénisés dedans. Et leur objectif, c'est d'atteindre Saturne pour voir pourquoi, monolithe, etc. Puis ça vient d'où. Bon. Sauf que là, il y a la partie que vous connaissez puis qui est centrale dans le film où ce que ça déconne et tout. Mais finalement, ils vont quand même se rendre à destination. Puis là, ils vont découvrir les premiers secrets du monolithe. Puis savez-vous quoi? Ben, on comprendra rien. Ça se termine sur une fin qui laisse clairement planer plein de questions auxquelles on n'aura pas de réponse à moins de lire les suites. Puis même en regardant le film, ça répond pas plus aux questions. Genre, le livre pose toutes les questions, puis le film s'assure de répondre à aucune d'entre elles. Voilà, c'est pas mal comme ça que j'aurais envie de les résumer. Donc, puis surtout, les événements sont pas tant importants. Ce qu'on décrit, c'est le voyage dans l'espace. On décrit l'odyssée de l'espace. C'est sur ça que l'histoire est centrée. Hal interagit, il se passe des affaires, mais c'est minime. C'est minime dans l'histoire. C'est pas central comme on imagine quand on pense au film. Fait que, ce faisant, ce qui se passe avec ça, c'est que on se rend compte que ce qui compte, c'est vraiment genre Frank Poole puis David Bowman, comment ils voient l'espace, comment ils l'aperçoivent. On a vraiment l'impression d'être dans l'esprit de quelqu'un qui est en train de découvrir le monde, puis qui est full curieux, puis qui veut juste se poser plein de questions, puis avoir les réponses. Fait que c'est vraiment comme ça que je décrirais le livre. Puis je me l'écris ici. Dans la troisième partie, on change plus de personne. Et on suit David Bowman et Frank Poole qui se rendent pour une mission à bord d'un vaisseau spatial avec d'autres membres d'équipage, mais également avec un ordinateur HAL 9000 qui est une intelligence artificielle supérieure chargée de veiller sur les vies humaines et le vaisseau. Durant les parties 3 et 4, il s'agit essentiellement d'un voyage dans l'espace en direction de Saturne. Il se passe pas grand chose, on est surtout face à des descriptions d'un voyage dans l'espace. Le vrai enjeu concerne la mort d'un membre de l'équipage, vraisemblablement peut-être provoqué par HAL, l'ordinateur du vaisseau qui va finir par justement être débranché. Justement. Donc, le deuxième membre d'équipage principal. Ce n'est qu'à la fin de la partie 4 qu'on fait une nouvelle mention des monolithes et qu'on comprend que le but de la mission, c'est d'enquêter sur eux. Puis Dave Bowman poursuit donc la mission et il va réussir à passer à travers un monolithe qui va s'avérer être un portail stellaire qui va le conduire dans un endroit de l'univers qui semble être prêt à l'accueillir. Puis c'est quand il va dormir que sa mémoire va fusionner avec un système, puis que là, ça se finit comme ça. Genre, là, il reste plein de questions, il se passe de quoi, puis c'est genre, hey, on se revoit dans la suite des... Tu sais, tout simplement. Ouais, mais un film de 1968, puis un film de Stanley Kubrick avec toutes les spécialités. Tout ce qui y va. Puis, ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est vraiment une projection du futur. On parle quand même d'un livre sorti en même temps que le film en 68. Le premier alunissage de la Lune était en 69. On se projette en 2000, on se dit, hey, si l'alunissage de la Lune s'en vient, on va être rendu tellement loin la prochaine fois. Et Christy, non, hein. Ça serait tellement le fun qu'on puisse faire des allers-retours sur Mars comme c'est fait dans ce livre-là aujourd'hui en 2026. En 2001, on s'imaginait être capable de faire des allers-retours entre les deux planètes. Imaginez. Fait que ça, puis sinon, pendant le processus d'écriture,
Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke se sont parlé souvent. Ils ont ajusté des bouts de scénario, ajusté des bouts du livre pour que ce soit cohérent. Puis il y a des affaires qui ont changé aussi. T'sais, les monolithes sont noirs dans le film, si je me souviens bien, mais dans le livre, ils sont plus transparents. Parce que sinon, les effets spéciaux à l'époque permettaient pas d'aller plus loin. Fait que j'ai envie de dire ça. Moi, je lui ai mis un 3 étoiles parce que ça correspondait pas du tout à mes attentes. Puis moi, je suis pas tant un fan de science-fiction non plus. Mais je comprendrais très bien que ça plaise à certaines personnes qui veulent juste avoir l'impression de vivre un voyage dans l'espace à travers de la hard SF. Donc, rendu là, moi, je dis, si ça vous parle, lisez-le, vous allez l'aimer. Moi, c'était pas tant mon genre, puis j'ai pas l'intention de lire les suites parce que ça m'intéresse pas assez. Genre, le mystère des monolithes m'a pas tant accroché plus qu'il faut, je dirais. Fait que, ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à ça. C'était rapide, comme je l'avais dit, mais écoute, c'est normal parce que, écoutez, j'ai lu ces livres-là, puis c'est pas des livres sur lesquels il y a genre full de développement à faire, là, je dirais. T'sais, à part le livre de Marc Garneau, que ça, il y avait beaucoup de choses à dire sur le sujet, puis d'habitude, j'en lis 5, ce qui me permet d'avoir peut-être 1 heure et tout, mais là, malheureusement, ça ne sera pas le cas parce que, ben, c'est ça, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire, j'ai été dans le rush, puis j'ai eu beaucoup de choses à préparer. Fait que, là, au mois de février, on verra ce qui se passe. Là. Je vais essayer quand même de lire au moins un livre de plus. Là. Puis j'en ai déjà commencé un, là, Cujo de Stephen King. J'étais censé le lire le mois passé, mais j'ai décidé d'embarquer ça puis de le continuer justement. Et que voilà. Ensuite, l'autre livre que je devais lire, puis que je vais lire le mois prochain, Les 1000 vies d'Irena, qui parle de la femme qui a sauvé les enfants juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Très hâte de découvrir ça. Ça va être très intéressant. Sinon, on parle de encore Deuxième Guerre mondiale un peu. Devenir fasciste de Marc Fortier. C'est un cadeau que j'ai reçu de la part d'un de mes anciens stagiaires. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Je me suis dit que c'était le temps que je le lise. Pas trop le faire attendre. Puis sinon, vu que je suis en mode je vide ma palle et je n'achète plus de livres, ben je regarde des livres que j'avais depuis longtemps et que j'ai pas lus. J'ai aucune idée c'est quoi l'enfant du 5e Nord, mais c'était dans mes livres. Ça fait partie des livres que mon ancienne belle-mère a laissé chez mon père à l'époque, puis qui a dit garde-les tous, ils sont à toi. Je l'ai, il est là, je le lis. Voilà, c'est ça. Et que je verrai si j'ai le temps avec ça. Puis Cujo, à date, juste vous dire que j'aime vraiment ça. Puis la narration telle qu'elle est utilisée, c'est incroyable. Puis je ne peux pas croire que Stephen King ne se souvient même pas d'avoir écrit ça parce qu'il était trop sur la drogue puis trop sur l'alcool. Genre, c'est impensable. Fait que... Voilà, effectivement, Amber Brawler, comme tu le dis justement. Fait que bref, sur ça, un gros merci à vous autres d'avoir été là. Ça a été court, ça a été rapide, mais écoutez, je n'ai pas la force de continuer de toute façon. Parce que je suis malade, tout simplement. Fait que on va se revoir probablement soit mercredi, soit jeudi soir. J'avais mis mercredi, mais ça se peut que ça alterne, on verra et tout. Fait que bref, bonne nuit à vous autres et bonne soirée. Salut.